Voilà, bonjour. Donc moi je suis dermatologue dans un service de dermato parisien et donc c'est le point de vue d'un dermatologue dans ce congrès d'allergo que vous allez plutôt avoir maintenant, où je vais faire quelques rappels sur les anti-H1 et surtout vous parler d'un nouveau venu, en tout cas en Algérie, parmi les antihistaminiques, une pharmacopée qui est déjà très large, et molécule pour laquelle nous avons une grande expérience en France. Ça fait une dizaine d'années qu'on l'a, et donc j'ai partagé un peu cette expérience avec vous pour vous montrer en quoi ce nouvel acteur des antihistaminiques a vraiment des avantages incontestables. Moi, je suis très content d'être là. Moi, la première fois que je viens en Algérie, je débarque, je suis arrivé hier soir des JDP, le congrès français de dermato, que vous connaissez sûrement pour quelques-uns parmi vous, où j'ai rencontré beaucoup de confrères dermato algériens qui étaient présents. Et c'est pour ça que je suis content de rendre l'appareil et d'être présent ici pour vous parler. Moi, je fais beaucoup de recherches cliniques, donc je travaille avec beaucoup de laboratoires sur les dermatoses inflammatoires qui sont un peu mes sujets de prédilection, particulièrement l'urticaire chronique, qui est vraiment le sujet sur lequel je travaille le plus possible. Qui dit, rassurez-vous, je vais juste faire quelques rappels sur les anti-H1, je ne vais pas vous faire un cours sur les anti-H1 évidemment, je vais juste appuyer sur certains messages, moi qui me paraissent d'une part un peu nouveaux et un peu importants, sur lesquels j'aime bien insister, parce que je trouve parfois certaines choses sont méconnues, ou en tout cas, mais c'est toujours bien d'échanger également sur ces sujets. Alors, qui parle d'antihistaminique dit bien sûr parler d'histamine. Et l'histamine, ça veut dire effectivement de vous rappeler que c'est le médiateur qui va, notamment dans les urticaires, être celui qui joue le plus vite dans les minutes qui suivent. Et puis c'est petit à petit, au fur et à mesure que la réaction s'établit, qu'il va y avoir ensuite des médiateurs lipidiques, notamment les prostaglandines vont rentrer. Et puis beaucoup plus tardivement, enfin, les cytokines pro-inflammatoires comme le TNF vont être sécrétées et participer à entraîner encore un peu plus la réaction inflammatoire. J'aime toujours présenter cette vieille diapo sur le gel Ekums pour les réactions allergiques. Elle date de 63, c'est-à-dire que la plupart d'entre nous n'étaient pas nés au moment où ça a été établi. Et ça reste toujours, même si elle est un petit peu à revoir, notamment quand on enseigne, quand j'enseigne avec les étudiants, je trouve que c'est toujours la façon la plus pratique de leur présenter les différents types de réactions immunitaires. Et au fond, elle reste assez juste, surtout pour la réaction de type 1, qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Elle a été un petit peu réadaptée récemment par Johansson, mais finalement c'est une autre façon un petit peu de dire la même chose, avec l'hypersensibilité, qui est un terme qui finalement est effectivement plus clair que celui d'allergie, et on retrouve effectivement les atteintes IgE médiées, on retrouve finalement la classe 1 qui se trouve dans la catégorie rhinite-asthme, on retrouve la classe 4 dans le non médié par les IgE avec lymphocyte T. Voilà, donc elle précise un peu les choses, mais ça reste toujours d'actualité pour en tout cas expliquer et être un peu didactique sur les réactions immunitaires. J'aime bien aussi remontrer celle-là parce qu'elle rappelle bien, et c'est important par rapport à ce que je vais dire dans quelques minutes, elle rappelle bien en fait le mode d'action des antihistaminiques et l'effet très mécanique de leur action. C'est-à-dire qu'il y a réellement une compétition entre l'histamine et les anti-H1 sur les récepteurs. Ce qui veut dire, c'est vraiment extrêmement mécanique, notamment sur les deux parties de droite, que plus il y a d'antihistaminiques, plus le récepteur est bloqué par un effet qui est plutôt agoniste partiel, ce n'est pas des vrais antagonistes, et moins l'histamine aura de capacité à déclencher les signaux qui vont activer les réactions inflammatoires. Et donc c'est important de bien retenir ça sur ce ratio important entre anti-H1 et histamine libérée pour majorer, optimiser l'efficacité des médicaments. Les anti-H1, ils sont bien sûr, vous le savez, groupés en deux grandes catégories, très chronologiques, en sachant que les anti-H1 de première génération sont certainement, moi je trouve, beaucoup trop utilisés en ce moment encore, notamment par des confrères, notamment généralistes souvent, qui se sentent plus sûrs avec ces molécules, car plus anciennes, donc plus de recul, qui est souvent en fait une erreur. En effet, dans cette première génération, ils sont souvent quand même avec beaucoup d'effets secondaires, souvent ils sont plutôt moins efficaces que les anti-H1 de nouvelle génération. Ils sont beaucoup plus sédatifs, ce qui d'ailleurs n'est pas toujours un inconvénient. Chez l'enfant, par exemple, ils peuvent servir à les faire dormir un peu plus pour soulager un prurite sévère, par exemple. Donc ça peut être un avantage. Donc mon message n'est pas de dire qu'il faut les jeter aux orties,
puisqu'on parle d'urticaire, mais qu'il faut savoir les utiliser avec parcimonie et rappeler toujours que globalement, tout de même, c'est moins bien en termes d'efficacité et de tolérance que les nouvelles générations. En effet, ils se fixent beaucoup moins sur les sur les récepteurs. Ils passent la barrière méningée, donc ils donnent beaucoup de troubles de vigilance. Et puis, ils sont quand même métabolisés souvent par le foie et ils donnent des interactions médicamenteuses plus importantes que la nouvelle génération. Donc, ça pose des petits problèmes. Et leurs effets secondaires sont quand même assez variés. Souvent, on l'oublie. On oublie notamment souvent qu'ils ont un effet sur, si on se rappelle un peu de nos cours de physiologie, sur les récepteurs muscaréniques. Autrement dit, les fameux effets anticholinergiques sont des vrais anticholinergiques. Autrement dit, ils peuvent avoir des retentissements sur les hommes qui ont des problèmes prostatiques, par exemple, ou en cas d'hypertension oculaire. Donc attention, ce sont des médicaments qui ne sont pas si faciles que ça toujours à manier. Ils peuvent créer parfois des hypotensions. Et puis, c'est souvent méconnu, mais les anti-H1 d'ancienne génération, ils peuvent, par le biais d'effets un peu sérotoninergiques, ils peuvent faire prendre du poids, en fait, parce qu'ils augmentent un peu l'appétit. Au long terme, bien sûr, mais on oublie souvent aussi ces désagréments potentiels. Et puis, bien sûr, ils ont un effet stimulant des canaux calciques, et donc ils entraînent souvent des troubles de dépolarisation, notamment des espaces QT importants, les arythmies. Donc, attention avec ces molécules, parfois utiles, mais ne pas trop les utiliser. Surtout qu'avec les nouvelles générations, en effet, on a des molécules qui sont beaucoup plus affines pour leurs récepteurs, donc beaucoup plus efficaces, qui vont également être beaucoup plus stables, donc avec une cinétique plus favorable. 1 à 2 fois par jour, c'est suffisant, alors qu'il en faut souvent 3 à 4 avec la dexchloraphéramine, par exemple, pour parler d'un grand anti-H1 d'ancienne génération. Les effets secondaires sont vraiment extrêmement faibles, notamment il y a très peu de métabolisme hépatique, et donc ils ont très peu d'effets anticholinergiques. Autrement dit, chez certains types de patients, ils seront beaucoup plus souples, faciles à utiliser. Donc, autrement dit, les anti de seconde génération sont bien sûr beaucoup plus à privilégier. Ils sont rapides, ils sont efficaces, parfois un petit peu moins sur la congestion nasale dans la rhinite allergique. Donc, ils ne sont pas magiques, ils ne sont pas parfaits, mais ils apportent vraiment un confort incontestable. Alors, dans quelles indications principales les privilégier? Et en parallèle, dans quelles indications sont-ils un peu mythiques? Il y a souvent un mythe des anti-H1 dans certaines maladies dites allergiques dans lesquelles ils ont peu d'intérêt. Pour la rhinite allergique et les rhinoconjonctivites, évidemment, les papiers sont multiples, de bonne qualité, contre placebo, etc. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est bien sûr un traitement de première ligne de la rhinite allergique ou des rhinoconjonctivites. Là-dessus, ça fait des années que tout le monde le sait bien. Leur effet, quand même, il faut savoir, il est plus net quand vous avez des symptômes atteints à type d'écoulement, d'éternuement, donc ils sont liés à la vasodilatation, mais que dès que l'obstruction nasale est au premier plan, ils sont alors un petit peu moins efficaces. Alors, il y a l'association, par exemple, à des corticoïdes topiques peut avoir de l'intérêt. Et on retrouve ça également au niveau de ces manifestations quand on les compare aux corticoïdes locaux, qui alors, quand ces obstructions sont vraiment préférentielles, incontestablement, ils ne sont pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Les anti-H1 locaux sont également extrêmement efficaces. Ils agissent rapidement, ils sont bien tolérés. En moins de 30 minutes, on soulage les patients, aussi bien nos jeunes patients que les patients adultes. Là aussi, il faut se rappeler que quand l'obstruction nasale est prédominante, les corticoïdes sont un peu plus efficaces que les anti-H1, mais sur ces symptômes un peu particuliers. Les recommandations, elles sont fortes dans les groupes asthme, rhinite allergique, vraiment de grade A. Donc, aucun doute sur le fait qu'il faut les utiliser sans arrière-pensée. Ça conduit d'ailleurs à des algorithmes. Je vous ai reproduit un algorithme de la Société française d'allergologie, en l'occurrence, sur la prise en charge de la rhinite allergique, avec les anti-H1 qui sont toujours, bien sûr, quasiment au premier plan, notamment dans les symptômes quand ils sont intermittents. Quand ils sont plus permanents, l'association des corticoïdes topiques se fait de façon plus fréquente, mais l'objet n'est pas de revenir là-dessus aujourd'hui, c'est juste pour illustrer leur importance dans le sujet. Deuxième maladie incontournable pour les anti-H1, c'est l'urticaire, bien sûr. L'urticaire, je dirais, c'est le royaume des antihistaminiques, où ils sont extrêmement efficaces et souvent rapides et spectaculaires. Je vous rappelle à cette occasion qu'il y a deux types d'urticaire, l'urticaire aigu, l'urticaire chronique. Vous voyez ici sur ces photos, vous avez à gauche une urticaire aiguë, à gauche une urticaire chronique. C'est tout à fait indistinguable. Les mêmes papules démaciées qui grattent férocement. La seule distinction, elle est chronologique. Quand c'est chronique, eh bien, ça va durer plus de 6 semaines. Et quand c'est aigu, c'est quelques heures, voire parfois 2-3 semaines avec des effets rémanents.
L'autre différence majeure entre ces urticaires aigus et chroniques, elle est fondamentale. Sur la partie droite de cette diapo, vous avez l'activation allergique des mastocytes. L'urticaire aigu, c'est souvent effectivement une urticure de nature allergique. Médicaments, allergènes alimentaires, éventuellement aéroportés. Il y a vraiment un rôle des IgE qui vont se fixer et ponter à la surface des mastocytes généralement pour dégranuler et entraîner la cascade de réponse. Par contre, sur la partie gauche de la diapo, là vous avez l'urticaire chronique et quand je fais un topo sur le sujet, hein, je fais toujours de la peine aux allergologues, vous êtes nombreux ici, donc vraiment je suis désolé, mais l'urticaire chronique n'est pas une maladie allergique. C'est une dégranulation qui est liée à une pathologie du mastocyte en quelque sorte, qui est trop sensible, hein, on l'appelle souvent le mastocyte chatouilleux, mais il y a vraiment une différence physiopathologique essentielle entre la droite l'urticaire aigu, la gauche l'urticaire chronique. La clinique est la même, la signification, la prise en charge sont différentes. À ce propos, puisqu'on parle d'urticaire, il y a un message que j'aime bien faire passer parce qu'il est souvent un peu mal connu. Et moi, ça m'étonne toujours, notamment en France. Il y a des recos européennes qui ont été faites sur le sujet. Elles sont récentes, en 2015, mais elles existent. Et souvent, notamment, les médecins traitants, par exemple, les ignorent. Et ça m'interpelle toujours, moi, sur la façon dont la formation continue est faite, par exemple, sur la façon dont nos collègues sont au courant parfois des recos qui avancent et qui progressent. Et notamment, ce qui est aussi intéressant, c'est que les pharmaciens ignorent souvent ça. On peut effectivement monter les doses d'antihistaminiques largement au-dessus des doses d'AMM, qui sont généralement pour la plupart des molécules de 1 à 2 par jour. Les recos ont bien montré que dans les urticaires sévères, il ne faut pas hésiter à monter la posologie à 4 fois par jour. C'est bien toléré, on ne prend pas de risque particulier, je vous ai bien montré qu'il y a très peu d'effets secondaires, et on optimise l'efficacité. C'est très important, parce que dans les urticaires, qui sont des maladies vraiment handicapantes, les patients n'en peuvent plus, se grattent tout le temps, etc., si on considère trop tôt qu'un antihistaminique est inefficace, ça veut dire qu'on va grader, qu'on va augmenter la gradation thérapeutique vers des molécules qui sont beaucoup plus chères et beaucoup plus coûteuses, le malizumab par exemple, ce qui pose des gros problèmes pour nos caisses de sécurité sociale. Donc il faut à tout prix optimiser les anti-H1 avant de passer à des choses plus importantes. Donc passer à 4 fois, c'est important. Moi, souvent, des pharmaciens m'appellent pour me dire vous avez prescrit à 4, est-ce que vous êtes sûr que c'est ça, etc. Parfois, c'est pire. Il y a des pharmaciens qui disent aux patients même si votre dermatologue travaille à l'hôpital, il dit n'importe quoi, prenez 1 par jour, 4 par jour, ça ne se fait pas. C'est la joie parfois des rapports médecins-pharmaciens. Enfin, généralement, ça se passe bien quand même. Mais pour vous dire que ce sont des recommandations qui sont vraiment fortes et importantes et qui sont souvent mal connues. Même façon, autre message important que j'aime bien faire passer sur les anti-H1, c'est que, notamment pour l'urticaire, il n'y a pas lieu et il est inefficace de donner des cures intermittentes. Une urticaire chronique qu'on traite par anti-H1, c'est de façon continue. Rappelez-vous le schéma sur les récepteurs qui sont saturés par soit l'histamine, soit l'antihistaminique. Si on intervient trop tard, les récepteurs sont saturés par l'histamine naturelle et les antihistaminiques auront sur un plan mécanique beaucoup plus de difficultés à venir les déplacer et corriger. Et les patients vous disent alors, docteur, mon anti-H1 ne marche pas. Il faut alors bien les interroger pour savoir comment ils le prennent. Une urticaire chronique se prend toujours avec des antihistaminiques de façon continue et jamais de façon intermittente lorsque les crises arrivent. C'est vraiment un principe important. Alors, voilà, donc il y avait des... je préfère passer plutôt, parce que le temps passe, plutôt sur celle-là. Il y a aussi un grand mythe dans l'urticaire chronique qui dit, et qui est toujours, que je rencontre toujours encore actuellement, qui dit, finalement, pour être encore plus efficace, on va associer un vieil anti-H1 à un nouvel anti-H1, et puis on sera plus efficace comme ça. On va, en gros, accumuler les effets bénéfiques potentiels de ces deux types de molécules. C'est une idée reçue, hein, c'est faux. Il y a une étude récente dans le British Journal of Dermatology qui avait bien montré que non seulement ce n'est pas plus efficace, hein, quand vous comparez le groupe des deux versus la monothérapie, vous voyez que la sévérité de l'urticaire est même plus importante dans le groupe, la colonne verte, qui prend l'association des deux.
Et idem pour les effets secondaires. Si vous regardez notamment la colonne de droite par rapport à la somnolence quotidienne, vous voyez que quand on a l'association, ce sont les colonnes de verte, le pointeur ne marche pas très bien, sur la colonne de verte, vous voyez que la somnolence est beaucoup plus nette, et donc l'observance sera certainement moins bonne lorsqu'on associe les deux molécules par rapport à la monothérapie avec un anti-H1 deuxième génération classique. Donc, il n'y a vraiment aucun intérêt d'associer ancien anti-H2, nouvelle anti-H2. Anti-H1, excusez-moi. Pour l'asthme, le problème est plus ambigu. Les anti-H1 ne sont pas des traitements de l'asthme en soi, ça n'a aucun effet sur la bronchoconstriction. Par contre, ils ont un intérêt pour limiter les facteurs déclencheurs de l'asthme. Et notamment dans les rhinorrhées, dans les rhinites postérieures, c'est très important, ça peut déclencher des poussées d'asthme. Et là, en association, ils ont toute leur place, mais en sachant bien qu'en tant que molécules isolées, ils n'auront pas d'efficacité sur l'évolution en elle-même de l'asthme. Pour les prurigo, donc, qui sont souvent liés au stress, les piqûres d'insectes, les chocs anaphylactiques, vraiment les anti-H1 ont un effet plus qu'accessoire, et éventuellement parfois dans les effets secondaires de l'hypnothérapie spécifique. Mais dans ces catégories-là, on a vraiment peu d'efficacité, franchement, des anti-H1, quels qu'ils soient. Puis il y a un grand mythe aussi qu'il faut vraiment évacuer, c'est l'eczéma atopique. Là, je vous ai montré sur cette photo les deux grands types, celui de l'enfant. Vous avez une atteinte essentiellement des zones convexes, les coudes, les joues. Et puis à droite, l'évolution chez le grand enfant et chez l'adulte, où les plis de flexion, les zones concaves cette fois-ci, sont surtout touchées. Quel que soit le type d'eczéma qu'on considère, les choses sont claires. Je vous ai remis une phrase là ici qui était très, très forte du groupe européen de lutte contre l'eczéma, en disant que les anti-H1 en eux-mêmes ne sont pas des traitements suffisants pour l'eczéma. Ils peuvent avoir un intérêt, notamment par leur effet sédatif pour les anciennes générations, mais franchement, on ne traite pas un eczéma atopique, c'est définitif, par des antihistaminiques. Et alors ne vous effrayez pas, celle-là elle est en fait très simple à comprendre, c'est parce que la physiopathe n'est pas la même. Dans l'eczéma atopique, l'allergène, il va être phagocyté par les cellules dendritiques de la peau, partir dans le ganglion où l'activation immunitaire se fait, et la réaction TH2 va aboutir effectivement à un recrutement inflammatoire essentiellement cellulaire qui va remonter vers la peau et activer l'inflammation, alors que l'histamine a très peu d'importance finalement dans la physiopathe de l'eczéma atopique. Et on comprend bien pourquoi l'antihistaminique en soi a peu d'intérêt. Il faut surtout jouer sur les cellules qui vont infiltrer la peau, donc des immunosuppresseurs réels, plutôt que des antihistaminiques. Choc anaphylactique, pareil, c'est peut-être un appoint, mais l'adrénaline en immédiat, les corticoïdes sont vraiment là aussi les molécules de choix. Alors, dernière partie, il y a beaucoup d'antihistaminiques, vraiment beaucoup. La pharmacopée est large, c'est en plus un marché très large pour l'industrie. Comment s'en sortir et comment choisir parmi ces nouvelles générations? Ce n'est pas facile parce qu'ils ont globalement quand même une efficacité plus ou moins comparable. On ne peut pas dire qu'il y en ait un vraiment qui domine les autres sur ce plan. Les problèmes de prix se posent assez peu puisqu'ils sont plus ou moins tous alignés. Il peut y avoir des particularités liées à la clinique, etc. Pas toujours facile de s'y reconnaître. La grossesse n'est pas non plus un élément vraiment déterminant. Chez nous, le centre de référence pour la tératogénicité a fait une mise au point pour venir éclaircir ce qu'on disait avant, généralement, sur la façon d'utiliser chez la femme enceinte les antihistaminiques, pour dire qu'en gros, quel que soit le terme de la grossesse, qu'il y ait allaitement ou pas, il n'y a pas de problème majeur à utiliser les antihistaminiques, quels qu'ils soient, même les plus récents, moins de données, mais vraiment considération, recommandation officielle du CRAT sur le sujet. Et arrive donc un nouvel acteur qui, si j'ai bien compris, doit arriver incessamment, dans quelques jours, quelques semaines, je crois, chez vous, qui est l'Ebastine, et que nous, pour des raisons commerciales, on connaît depuis quelques années en France, et c'est pourquoi je vais partager avec vous quelques expériences sur cette molécule, dans une classe qui est bien fournie, encore une fois, donc pas toujours facile de bien s'y retrouver. Quelles sont les particularités, un peu les avantages potentiels de l'Ebastine? C'est d'abord une molécule qui a une pharmacocinétique qui est très favorable. Une prise par jour est suffisante. Il y a même parfois des effets rémanents. Parfois, on a même des effets positifs qui durent 2 à 3 jours après une prise. Donc, un délai d'action qui est très rapide et une efficacité qui est également extrêmement rapide sur des symptômes, notamment en cas d'urticaire chronique, encore une fois, où c'est sévère, terrible. C'est une maladie qui entraîne des dépressions.
D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y aura un atelier auquel j'ai participé tout à l'heure où on va focuser un peu plus sur le problème de l'urticaire chronique et de sa prise en charge. C'est une molécule qui peut se prendre, hop, alors je pense que voilà, une molécule qui peut se prendre aussi bien avec ou sans nourriture. Ça facilite la chose parfois chez les malades. Pas d'interaction parce que l'élimination est essentiellement urinaire. Point qui peut être important, on parlait tout à l'heure des personnes âgées et de l'adénome prostatique, c'est que la tolérance est aussi bonne chez le sujet jeune que âgé. Il n'y a absolument aucune précaution particulière à prendre, aucune adaptation pathologique. De même, quand il y a des problèmes rénaux hépatiques, sauf bien sûr à des stades très évolués, il n'y a pas d'adaptation posologique et de prudence particulière à faire. Donc c'est souple à utiliser, peu de problèmes de comorbidité à craindre. Donc très peu d'interactions. Je pense par exemple à l'asthme, pour les confrères qui traitent de l'asthme, et où on associe souvent des macrolides dans les cas de surinfection chez les patients, jeunes patients qui sont infectés au cours de cette maladie. Eh bien, on sait que les interactions avec, par exemple, les macrolides sont quasiment inexistantes. Et donc, on ne prend pas de risque sur l'espace cuté et les éventuels troubles de la repolarisation. Les propriétés antihistaminiques, elles sont donc extrêmement fortes et rapides. Et c'est à ce propos que je voulais juste vous parler de 2 essais, simplement focuser sur 2 essais, sans vous abreuver de chiffres, hein, ça va être assez rapide. Le premier, dans la rhinite allergique, avait été fait, je l'ai davantage mis ici, voilà, en comparant l'ébastine à la loratadine, qui est une grande molécule de référence, hein, souvent également dans le monde des anti-H1. Et je vous ai mis ici, notamment en exergue, cet histogramme qui est souvent assez spectaculaire pour montrer, quand on regarde et quand on cumule les paramètres cliniques de surveillance de l'urticaire, enfin de la rhinite allergique, pardon, vous voyez que quelle que soit la dose que l'on considère, que l'on parte la dose forte 20 mg ou 10 mg, il y a une efficacité qui est supérieure en termes de symptômes de la rhinite allergique par rapport à la loratadine. Et ça se revoit sur cette diapo suivante, notamment pour les symptômes, pour l'index nasal, pour le pourcentage d'écoulement nasal et de congestion. L'efficacité a été démontrée supérieure. Hein, pour ceux que ça intéresse, ça avait été publié dans Clinical Drug Investigation. Et puis, l'autre chose qui était également comme une espèce d'effet accessoire dans l'étude qui avait été menée, c'était quel était le ressenti des patients et des médecins qui suivaient ces malades lors de la prise des bastines. Il avait été donc montré qu'à la fois chez le docteur et son patient, eh bien, il y avait effectivement un vécu qui était bien supérieur, probablement à cause des formes galéniques qu'on va voir à l'instant. En effet, il y a eu un deuxième essai sur lequel j'aurais aimé focuser, qui était les bastines versus la desloratadine, molécule qui, je crois, est assez récente chez vous également et qu'on connaît depuis quelques années en France. Il l'avait développé, donc franchement, on a une grande expérience. Et ce qui avait d'intéressant dans ce papier, c'est pour ça que je voulais le souligner, c'est que lorsqu'ils avaient comparé les 2 molécules, ils l'avaient fait à partir du comprimé orodispersible. Une particularité de l'ébastine, c'est qu'il existe un comprimé qu'on met sous la langue et qui fond, sans avoir besoin de prendre d'eau pour l'avaler. Et donc, il est bien sûr très facile à prendre. C'était pour montrer d'une part que la biodisponibilité était la même que de prendre un comprimé, et donc comparer à la desloratadine, qui était, elle, prise de façon tout à fait classique, comme vous le savez. Donc c'était vraiment une étude qui était méthodologiquement bien faite, hein, vraiment à la fois contre placebo et contre desloratadine, avec les tests qui étaient faits comme dans tous les dossiers d'AMM, pour tout antihistaminique, où toutes les 2 heures, on va examiner les papules chez les patients témoins, de façon à voir à quelle rapidité les papules sont contrôlées par la prise du médicament. Voilà, donc jusqu'à 36 heures, les patients étaient suivis. Et il a donc été montré qu'effectivement, il y avait une inhibition vraiment significative, hein, de la réponse induite par l'histamine jusqu'à 24 heures, vous voyez, avec des taux de significativité qui étaient vraiment extrêmement élevés chez ces patients. Et de nouveau, une étude d'acceptabilité qui était un critère secondaire de l'étude pour montrer que les patients étaient très favorables à cette forme orodispersible. Et bien sûr, le point important, c'est que ça facilite souvent l'observance. Je répète encore une fois, l'urticaire chronique, c'est vraiment une maladie difficile. Les malades sont difficiles, ils sont déprimés, ils oublient parfois leurs comprimés, parfois ils disent à quoi bon, j'en ai marre, j'en peux plus, etc. Donc c'est vrai que le fait d'avoir
des comprimés qui soient parfois faciles à prendre, ça peut aider le médecin de l'autre côté à assurer peut-être un peu plus d'observance. Voilà, donc l'activité a été montrée supérieure. Hein, le papier était dans Clinical Drug Invest il y a quelques années. Donc c'est important voilà, de souligner cette originalité galénique, cette forme eurodispersible qui est assez particulière. Et encore une fois, donc la bonne tolérance et quasiment pas d'effets indésirables, les macrolides étant toujours un point de fixation. Je vais terminer juste par un dernier message. C'est que n'oublions pas que les antihistaminiques, quels qu'ils soient, sont également à l'origine de véritables réactions allergiques, pas seulement d'hypersensibilité au sens large du terme, mais vraiment allergiques. Et c'est décrit aussi bien par des vieilles molécules comme l'hydroxysine que par des molécules plus récentes. C'est important parce que parfois, on peut se poser des problèmes devant des patients qui vous disent qu'ils prennent bien leur traitement, prennent bien leurs médicaments antihistaminiques, et puis les crises sont toujours là, voire même parfois elles s'accélèrent. Donc savoir parfois l'évoquer, en tout cas dans le suivi de ces malades, et il existe des tests cutanés immédiats. Ils existent aussi bien pour les allergies aiguës que pour les réactions retardées, qui sont également, vous voyez, largement publiées, de façon assez récente, notamment dans les annales de dermato, hein, où des cas de pustulose avaient été décrits, par exemple, qui sont des toxidermies parfois sévères. Et donc là, bien sûr, on dispose alors de tests cutanés pour pouvoir mettre en évidence, toujours pareil, y penser, c'est des patients dont on est sûr qu'ils suivent bien leur traitement, qu'ils le prennent de façon correcte, notamment, comme je l'ai dit, de façon continue, et non pas par intermittence, qui est souvent une erreur qui est commise. Donc, en conclusion, les anti-H1 de deuxième génération sont bien sûr ceux qui sont généralement à privilégier. La rhinite allergique, l'urticaire chronique sont les deux grandes pathologies. Les autres, c'est beaucoup plus accessoire. L'eczéma, il faut à peu près les oublier. Beaucoup de molécules disponibles. Assez peu d'études comparatives disponibles. C'est pour ça que j'ai voulu vous montrer celle versus loratadine et desloratadine. Hein. Un choix qui n'est pas facile devant l'élargissement continuel des molécules qui sont disponibles. Rappelez-vous donc souvent de cette galénique originale qui permet parfois d'améliorer l'observance avec les bastines. Rappelez-vous aussi chez des patients difficiles qui continuent à faire des poussées malgré des traitements bien conduits, à toujours évoquer éventuellement des allergies antihistaminiques qu'on connaît de plus en plus actuellement. Voilà pour les choses essentielles que je voulais partager avec vous. Merci de votre attention.